connaissez un petit peu pour ceux qui sont là depuis le début de Be More Ocean. On va partir sur Sea of Thieves pour aller se balader un petit peu et découvrir les secrets de nos écosystèmes préférés et d'aller voir qu'est-ce qui se passe un petit peu là-bas. Donc là, on est tranquille, on est posé, bien sûr. Hein. Voici Professeur Méduse qui est prêt à partir sur le Médusan. Et surtout, regardez, nous avons un petit invité avec nous aujourd'hui. Nous avons Gatas. Gatas le cochon qui est avec nous. Gatas, le gros Gatas avec nous. Il va nous accompagner sur cette petite session. Et pour une fois, aujourd'hui n'est pas coutume, nous commençons dans les Wilds, mesdames et messieurs. C'est nul comme région, mais on va aller se balader un petit peu. Voilà, regardez ça. C'est un petit sanglier, c'est un cochon sanglier. Une sorte de cochon préhistorique un petit peu, qui fait partie de la nouvelle addition des animaux de Sea of Thieves depuis la saison 15. Et ça, bah c'est parfait puisqu'on va aller parler un petit peu des animaux terrestres. Et le cochon étant un animal terrestre, on va aller s'intéresser un petit peu à ça. Au programme, on va se balader, on est en mer calme, donc il ne peut rien nous arriver d'affreux maintenant. On va aller se balader un petit peu sur les îles et papoter un petit peu ensemble de qu'est-ce qui se passe là-dessus. Très important, c'est un live qui est interactif. Donc évidemment, si vous avez vos questions, si vous avez des questions à me poser sur la biologie de Sea of Thieves, sur tout ce qui vous intéresse sur les océans dans Sea of Thieves, n'hésitez vraiment pas à me poser la question parce que j'y répondrai avec plaisir. Alors, donc nous sommes sur une île qui s'appelle Shipwreck Bay. Donc, on va parler un petit peu des écosystèmes terrestres, les petits potes. Parce que on a parlé des écosystèmes marins la dernière fois, et ironie du sort, nous avons parlé des espèces marines, mais depuis, il y a eu une mise à jour avec la saison 15 qui est apparue. Il y a eu, sur Sea of Thieves, des nouvelles espèces qui sont apparues, et notamment qui vont apparaître. Il va y avoir des sangliers qui vont apparaître, il va y avoir des méduses qui vont apparaître aussi, des geckos. Bref, il y a plein de nouvelles espèces dans Sea of Thieves qui arrivent pour essayer de montrer un peu plus de vivant dans les écosystèmes du jeu. Donc ça arrive à point nommé, j'ai envie de dire. On était allé dans l'eau la dernière fois, on était allé un peu se renseigner sur les différentes espèces qu'on pouvait trouver, notamment des algues. Vous voyez par exemple ici, on a des jolis laminaires. On avait vu qu'il y avait plein de petits poissons, n'est-ce pas? Voilà. Sachez d'ailleurs que j'ai potentiellement une explication sur le fait que maintenant on a des quêtes de pêche avec des zones de frais, avec des poissons plus gros. Ça on pourra s'en parler après. Et les méduses vont nous enlever des PV, je ne pense pas. C'est pas ce que j'ai vu sur ce qui a été indiqué, mais j'espère me tromper parce que c'est vrai que des méduses qui enlèvent pas de PV, ce serait quand même un peu dommage. Et vous voyez, là on va aller se balader un petit peu sur cette île. Pour ceux qui ne connaissent pas Sea of Thieves, vous avez plusieurs régions qui ont chacune une ambiance différente. Vous avez 4 plus une région majeure. Vous avez les Wilds dans lesquels nous sommes, donc une zone qui est désolée, qui est très très moche, très maudite un petit peu. Vous avez les Ancient Isles qui sont une zone très luxuriante avec beaucoup de plantes et notamment de fougères. Nous avons aussi les Shores of Plenty, une région qui est très claire, luxuriante, très belle et très amicale, je dirais. Vous avez le Roar, qui est la région volcanique de Sea of Thieves, qui elle n'est pas très amicale du tout. Vous avez pu le voir un petit peu plus tôt dans certains clips. On aime bien se prendre des cailloux dans la pogne. Et vous avez aussi une région en plus, qui est la région sous-marine, le royaume immergé, que vous pouvez retrouver quand vous plongez à certains endroits de la carte. Tout le monde déteste les Wilds de toute façon. En tout cas, c'est une région qui est très maudite. Vous voyez, en plus, il y a beaucoup d'ossements, notamment des ossements de kraken. On peut trouver un petit peu partout. La dernière fois, donc nous étions allés dans l'eau pour aller compter un petit peu les espèces que nous trouvions dans l'eau, que ce soit de la flore et de la faune. Et bien c'est ce qu'on va aller faire un petit peu aussi, on va aller se renseigner sur les espèces qu'on peut trouver. Parce que, figurez-vous, bon, vous me connaissez, moi je suis biologiste marin, donc je ne suis pas forcément botaniste, je ne suis pas zoologue des animaux terrestres, donc j'ai fait quelques recherches sur des choses reliées justement aux différentes îles de Sea of Thieves, et on va aller se plonger là-dedans très rapidement. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, évidemment, bien sûr, normalement, hop là. On se rappelle, je vais vous montrer cette petite carte, comme à chaque fois, pour vous remettre en tête où se trouve Sea of Thieves, bien sûr. Dans le sud du triangle des Bermudes, et plus précisément, dans les îles Vierges britanniques. Tout à fait. Si vous regardez cette carte, vous avez deux trucs très intéressants qui sont sur cette carte, qui sont le nom, la Isla Mosquito et Lower Bay. Et il se trouve que nous avions vu ça la dernière fois, que si nous remettons justement notre carte ici, eh bien nous étions vraiment au niveau des îles Vierges britanniques, entre l'île de la Mosquito et le Lower Bay, justement, donc dans une région qui est
au sud-sud du triangle des Bermudes, mais quand même dans la zone économique exclusive de l'Angleterre, en tout cas contemporaine, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était une colonie où les Anglais avaient placé leur drapeau, mais il n'y avait pas que ça, c'était les Caraïbes, c'était le bazar. C'était une époque assez incroyable, et je vous renvoie bien sûr au live que nous avions fait avec Astragal et le Feu d'Histoire, où nous parlions justement de la piraterie à l'âge d'or de la piraterie. Donc, si nous nous trouvons dans la région des îles Vierges britanniques, comme nous le voyons sur cette carte-là, nous pouvons déjà indiquer le postulat, comme il a été indiqué lors des autres émissions, que les écosystèmes de Sea of Seas possèdent des similarités avec les écosystèmes des îles Vierges britanniques. Donc, on s'attendrait à voir des conditions océanographiques similaires, chose que nous avons vu a priori qui serait exacte dans les lives précédents sur les vents et les courants, par exemple, bien qu'on a vu une inversion du vent et des courants qui serait peut-être due à l'effet du Shroud, donc cette espèce de grand brouillard qui entoure la Sea of Seas et qui est la coupe du monde dans le lore de l'univers de Sea of Seas, ça qui empêche les gens d'aller sur Sea of Seas, sauf s'ils ont un navire qui est suffisamment petit pour pas se faire dévorer par le Shroud. Donc c'est ce que vous voyez justement d'ailleurs sur cette image, l'espèce de brouillard que vous avez là, c'est le Devil's Shroud, donc le voile du diable, qui isole notamment toute la Sea of Seas du reste du monde, en tout cas dans le lore, c'est quelque chose de canonique. Donc, si on a des conditions, des habitats qui sont relativement identiques avec ce que nous pouvons trouver dans les zones ici des Caraïbes, que nous avons une formation géologique aussi qui est cohérente avec la formation des îles, nous en avions parlé lors de la géologie. On a parlé aussi un petit peu de la chimie, qui était quelque chose aussi de très commun, en tout cas même si c'était difficile d'avoir des infos avec le jeu, on pouvait se poser justement des postulats sur qu'est-ce qui se passait au niveau des cycles géochimiques qu'on avait là-dedans. Donc encore une fois, 3e live de Ernest. Et là, nous sommes vraiment dans la partie biologie. Donc vraiment de savoir est-ce que les espèces ont un sens, qu'est-ce qu'elles font là, et qu'est-ce qui fait que ce sont des jolis écosystèmes. Donc, le postulat est que nous avons une faune et une flore qui ressemblent aux écosystèmes que nous pouvons trouver sur les îles Vierges britanniques. Donc la question que nous devons ensuite nous poser, c'est à quoi ressemblent ces écosystèmes et sont-ils effectivement tels les îles Vierges britanniques? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, tu peux ajouter aussi que Sea of Seas est relié à d'autres environnements. Cette fameuse mer a des liens ésotériques grâce à la mer des damnés. Ah oui, alors là, si on rentre en plus dans l'histoire de la mer des damnés, ça c'est sûr qu'on peut en parler très longtemps et on va essayer d'en parler lors de l'émission numéro 6. Nous parlerons notamment des anciens et des civilisations. Donc on est ici sur une île de type rocheux et sableux. Vous avez pu voir sur les différents lives que c'est pas toutes les îles qui sont comme ça. Il y a beaucoup d'îles qui sont seulement rocheuses, des îles qui ne possèdent que du sable. On est donc sur des îles qui sont sablo-rocheuses en général, avec justement des espèces qui ont colonisé un petit peu ces endroits. Vous voyez ici que effectivement on a du sable, bien sûr, donc une composante, un sédiment sableux, mais nous avons aussi de la terre avec de l'herbe donc tout ce qu'il y a de plus classique dans beaucoup d'écosystèmes. Nous avons des touffes d'herbe, plus ou moins en bonne santé, comme nous pouvons le voir dans les wilds ici. C'est des herbes qui sont, ma foi, très fanées, parce que nous sommes dans une région maudite, évidemment. Et quand nous irons voir dans les autres îles du jeu, c'est pas tout à fait la même chose, et c'est beaucoup plus luxuriant, bien sûr. Vous avez ici des espèces de plantes qui ressemblent à des fougères, avec aussi des plantes, peut-être des plantes grasses aussi ici, donc plein d'arbustes que vous pouvez voir. Et vous avez aussi, bien sûr, les fameux cocotiers, des palmiers, ma foi, tout à fait de plus jolis, et avec un... une espèce quand même de développement assez spécial, avec un tronc qui est un peu tordu. Hein. Mais jusque-là, rien de très surprenant au niveau des îles. On reste sur quelque chose qui reste très caribéen. Hein. Un milieu qui est quand même très, très tropical. Vous avez peut-être vu, depuis le début qu'on est sur cette île aussi, que nous avons des petites espèces qui se baladent. Hein. Nous avons, j'ai entendu un petit cochon. Voilà, un petit cochon. Il est où? Cochon! Là, cochon. Regardez, vous avez des petits cochons qui se baladent. Là, il est magnifique. Petit cochon, bien sûr. Oh bah là, il y en a plein. Ah, ça c'est Gatas. Gatas qui est un cochon un petit peu différent. Hein. Il est spécial. Et vous voyez ici, vous avez des petits cochons qui se baladent sur le monde du jeu, bien sûr. Il y a aussi d'autres espèces, notamment des poules. Nous avons des poulettes.
des petites poulettes qui se baladent. Et ça c'est bien. J'aime bien une poulette. Elle est où la poulette? Elle est là. Sur cette île, ce sont 2 espèces que nous pouvons voir, des cochons et des poules. Mais il y a aussi d'autres îles qui possèdent une 3e espèce que nous allons voir un peu plus tard, qui sont les serpents, évidemment. Alors, c'est bien gentil de voir ces espèces-là comme ça qui se baladent, mais est-ce que c'est cohérent d'après vous? Le point, moi, qui m'a le plus embêté dans ma recherche, c'est que ce sont peut-être des espèces qui sont importées, des espèces envahissantes. Effectivement, il y a aussi des rats. Rats que, actuellement, on ne peut voir que à bord des navires. Quand ils sont pris avec des dégâts, les rats quittent le navire. Et normalement, si vous écoutez un petit peu, vous entendez l'ambiance, on peut entendre tout un tas d'espèces, mais qu'on ne voit pas. Il y a évidemment des insectes, des criquets, tout à fait. Plein d'insectes. Et on a des oiseaux. Je dirais que pour l'instant, c'est les 2 espèces qu'on peut vraiment entendre. Vous voyez quand même que le sound design est tellement bien fait dans ce jeu. On trouve surtout des oiseaux et évidemment des insectes. Insectes que nous ne verrons pas dans ce jeu. Les seuls invertébrés que nous pouvons voir, c'est si je creuse un petit peu, on peut trouver des vers de terre. On peut trouver des annélides. Petits vers de terre. Et il y a aussi des sangsues. Regardez ça un peu comme ça. Miam. Ah, c'est bon. Donc il y a aussi ces espèces qui sont moins visibles. Et vous avez bien sûr des squelettes, évidemment. Donc des lombriques, des larves et des sangsues. Exactement, ce sont les 3 espèces que nous pouvons aussi trouver en plus. Donc, vous voyez, toutes ces espèces-là, ça nous fait quand même une petite biodiversité qui est assez intéressante à prendre en compte. Ce qu'on appelle la biodiversité, c'est en écologie une notion qui s'intéresse à la diversité biologique. Diversité biologique, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que, à différents niveaux, la définition ne va pas être la même. Ce que nous, typiquement, on veut dire par biodiversité, c'est tout simplement le nombre d'espèces différentes qu'il y a à un endroit. Donc si vous avez suivi, là pour l'instant on a trouvé 3 espèces de vers, donc des vers de terre, des sangsues et des lombriques, et des asticots. On a trouvé des poules, on a trouvé des cochons, des serpents, des mouettes et des squelettes. Mais bon, mettons... C'est-à-dire qu'on a 7, donc la richesse de nos écosystèmes est de 7 espèces. Et sachez que je redis encore une fois une espèce, mais rien que le mot espèce n'est pas correct parce que nous n'avons pas le nom d'espèce de ces individus-là. Ce qu'on devrait dire, ce sont des taxons. T-A-X-O-N. Taxon qui veut dire des individus d'un certain niveau dans l'arbre du vivant qui sont différents les uns des autres. Il y a aussi d'autres espèces qu'on peut trouver dans le milieu aérien, qu'on va considérer comme le milieu terrestre pour le bien de l'exercice. Vous avez des mouettes, ici, des jolies mouettes. Ce sont des mouettes et pas des goélands, je pense, d'après leur forme générale. Et nous avons aussi des chauves-souris. Regardez ça. Petites chauves-souris, des murins. Chauves-souris qui ne sont pas des vampires, à mon avis, ce sont des frugivores, celles-là, ou des insectivores. Donc ce qui veut dire que si on compte le nombre d'espèces qu'on a trouvées pour l'instant, on est à peu près à une dizaine d'espèces qui pourraient être liées justement aux écosystèmes terrestres. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et puis après, on peut compter aussi évidemment la flore. Là, si vous regardez, rien que devant moi, là actuellement, je compte 4 espèces différentes de flore. Vous avez l'herbe, ici. Vous avez ce buisson, qui a des feuilles très particulières. Vous avez cette fougère, qui a une couleur aussi qui est totalement différente du buisson, et vous avez cet autre buisson là qui a aussi des feuilles, des caractéristiques très différentes des autres. Et vous avez les cocotiers, donc finalement vous avez 5 espèces pour l'instant là-dedans. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça nous montre un petit peu l'étendue de la diversité que vous avez sur les îles. Et c'est assez important de s'intéresser à la biodiversité parce que la biodiversité, de la façon dont elle est calculée ainsi, ça nous permet de nous donner une idée sur la richesse de l'écosystème et notamment des communautés qui le composent. Une caractéristique qui est importante parce qu'on considère en général, c'est un consensus dans le milieu des écologues, donc les chercheurs qui s'intéressent à l'écologie, que, eh bien, tout simplement, plus vous avez de biodiversité, plus votre écosystème est a priori en bonne santé.
La santé d'un écosystème, c'est une notion qui est subjective, évidemment, par rapport aux humains, parce qu'un écosystème est en santé quand nous, on considère que il va permettre d'avoir comment je dirais, des ressources, il va permettre de nous apporter des services au niveau de l'écosystème et d'être sustainable, donc durable. Donc quelque chose qui est dans le temps, donc plein de caractéristiques qu'on pourrait considérer comme en santé pour un écosystème. Mais je vous le redis, c'est une notion qui est très subjective. Et ce qu'on va plutôt dire en écologie en général, quand on ne veut pas s'intéresser à ça, c'est que le statut de l'écosystème est élevé. Et pourquoi est-ce qu'on parle de statut? C'est parce que dans le milieu de l'écosystème, les espèces vont avoir un rôle, vont avoir des choses à faire dans l'écosystème. Et plus il y a d'espèces, plus, en théorie, il y a de choses qui peuvent être faites de façon différente dans l'écosystème. Et donc plus il y a de niches écologiques, plus en fait l'écosystème est riche. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc au niveau de la macroécologie, donc ce qu'on appellerait l'écologie des écosystèmes, des communautés. Donc ce qu'on voit devant nous, c'est un écosystème à large échelle. Donc on pourrait voir la biodiversité comme tout simplement le nombre d'espèces dans l'écosystème. Et donc, plus il y a d'espèces dans l'écosystème, plus il y a la possibilité d'avoir des fonctions différentes pour ces espèces-là dans l'écosystème. Je m'explique. Dans les espèces que j'ai mentionnées tout à l'heure, vous avez les mouettes, vous avez les chauves-souris, vous avez les lombrics, vous avez les cochons et vous avez les poules, par exemple. Eh bien, ces 5 espèces ne vont pas du tout avoir la même chose à faire dans votre écosystème. Vous allez avoir des chauves-souris qui vont être, par exemple, frugivores, donc elles vont aller se nourrir de façon végé sur des arbres, sur des fruits qui sont faits par des plantes. Vous allez avoir des mouettes qui vont manger un peu de tout, donc on va appeler un petit peu des détritivores, par exemple, ça mange un petit peu ce qui est là, simplement, en mode opportuniste. Vous avez les vers de terre qui vont, eux, s'occuper de reminéraliser, de décomposer les cadavres et toute la matière organique pour faire en sorte que les sols soient riches en matière organique. Vous avez bien sûr les espèces végétales qui vont faire de la photosynthèse. Et vous allez avoir des poules et les cochons qui vont aussi avoir complètement un autre milieu. Vous avez par exemple des serpents aussi qui sont des carnivores, des prédateurs. Vous allez avoir les poules qui vont faire du fourrage, qui vont aller chercher dans le sable pour aller manger des vers justement, pour aller manger des graines. Et vous avez les cochons qui vont manger un peu de tout aussi, tout en se déplaçant d'une autre façon que les mouettes. Vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, tout est caractéristique de ces espèces dans l'écosystème. Tout ça, c'est vraiment des fonctions qui vont faire en sorte que plus vous avez de fonctions, plus votre écosystème pourrait être en bonne santé. Parce que plus vous avez de fonctions, plus il va être résilient. Et là, je vais aussi m'attarder 2 minutes sur cette notion de résilience. Mettons par exemple que, pour une raison ou pour une autre, dans mon écosystème que j'ai devant moi, il n'y ait plus de vers de terre. Que tous les vers de terre de milieu disparaissent. Ça veut dire qu'en termes de biodiversité, on passe de, mettons, 7 à 6. On perd une espèce. Donc, ça veut dire qu'il en reste quand même 6 pour le reste de l'écosystème. Bon. Sauf que si on s'intéresse aux fonctions que propose cette espèce au milieu de l'écosystème, eh bien c'est une espèce qui est excessivement importante parce que son rôle est de reminéraliser la matière et faire en sorte que la boucle de la matière soit close dans votre écosystème. C'est-à-dire que vous allez avoir des espèces qui se nourrissent de matière organique, d'autres espèces. Ces espèces meurent et leur cadavre est décomposé par les bactéries et par les vers de terre et tout ça, pour que les sols puissent être de nouveau riches, soutenir la photosynthèse des plantes, qui vont être ensuite mangées, etc., pour faire une boucle. Donc si vous perdez un maillon de cette boucle-là, une fonction de votre écosystème, eh bien vous avez le risque que votre écosystème périclite complètement et ne soit plus durable du tout. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de reminéralisation des sols, donc toutes les espèces vont avoir un sol qui va être appauvri petit à petit, et finalement ça va être la fin. S'il n'y a pas d'autres espèces qui viennent récupérer justement la place qu'il manque dans cet écosystème, parce que la nature déteste le vide, et il y a toujours la possibilité de faire que les espèces vont prendre la place d'espèces qui sont disparues pour revenir justement à quelque chose qui serait stable. Donc, vous voyez un petit peu ce que je veux dire avec le côté des fonctions? Ce qui veut dire que, dans notre définition de la biodiversité, il faut qu'on prenne en compte pas uniquement l'identité des espèces qui sont présentes, les taxons qui sont présents, mais aussi ce que font les écosystèmes, et ça fait partie de ce qu'on appelle l'écologie fonctionnelle.
Et on peut parler maintenant aussi de biodiversité fonctionnelle, quand on ne va pas s'intéresser au nombre d'espèces, mais au nombre de fonctions. Parce que certaines espèces vont avoir les mêmes fonctions dans un écosystème. Et si vous avez une espèce qui partage une fonction avec une autre, eh bien si une des deux espèces meurt et disparaît d'écosystème, il y aura toujours cette fonction dans votre écosystème. Donc votre milieu aura moins de chances de péricliter et de complètement disparaître. Donc c'est assez important. Et ce que je viens de vous expliquer, le fait s'il y a plusieurs fonctions qui sont associées à des espèces différentes, une même fonction pardon, qui est associée à des espèces différentes, c'est ce qu'on appelle de la redondance fonctionnelle, le fait qu'une fonction peut être partagée par plusieurs espèces. Donc en général, les écosystèmes en bonne santé, avec un statut élevé, sont des écosystèmes avec beaucoup d'espèces, avec beaucoup de fonctions différentes et avec une redondance fonctionnelle élevée. Si vous avez ça, ça veut dire que vous êtes quand même en bonne forme et avec un écosystème en bonne santé. Alors on trouve des bananes, noix de coco, grenades, fruits du dragon, mangue et ananas. Donc on peut supposer la présence de bananiers, cocotiers, grenadiers, fruits du dragonnier, un cactus, oui, manguier, ananassier dans l'écosystème de Sea of Thieves. On peut partir de ce postulat tout à fait, mon cher capitaine. Donc comme dit Émerion, on parle évidemment pour les fruits du dragon, manguier et ananassier, on parle du pitaya, manguier et ananas. Évidemment. Donc si on regarde un petit peu les fruits que nous pouvons avoir, effectivement nous avons des grenades ici. Des grenades, donc a priori ça voudrait dire qu'il y a des grenadiers. Ceci étant dit, je me dois de mettre un doigt dans l'engrenage. Nous en avons parlé un petit peu plus tôt dans le chat, mais ce n'est pas parce que vous avez des espèces qui sont présentes à un moment que ces espèces sont natives. Qu'est-ce que j'entends par native? Native, c'est quand on va s'intéresser à la distribution des espèces, et le mot qu'il faut retenir là-dedans, c'est biogéographie. Donc c'est le fait de savoir où les espèces sont distribuées dans le monde et leur lien avec leur écosystème. La biogéographie, bio-éco-géographie d'ailleurs, si on veut être un peu plus rigoureux. Parce que, est-ce que les bananes, est-ce que les grenades sont des fruits que nous pouvons trouver directement dans Sea of Thieves? Parce que, pour l'instant, tout ce que je peux voir, ce sont des arbres qui ne sont pas fertiles, qui n'ont pas vraiment de fleurs, qui n'ont pas vraiment de fruits. Ça pourrait être tout simplement aussi des fruits qui sont importés, parce que c'est ça où est le problème. Et quand on parlait justement des poules, et qu'on parlait justement aussi des cochons, moi j'ai eu un problème quand j'ai fait des recherches, parce que, voyez-vous, ces espèces-là ne sont pas natives. Ce ne sont pas des espèces qui sont natives, on ne trouve pas d'espèces de poules et de cochons domestiques de façon naturelle dans les écosystèmes qui sont dans cette région du monde. Si on se pose dans l'époque de Sea of Thieves, on est au niveau des années 1700, entre 1600 et 1700. Mettons, pour faire l'âge, entre 1600 et 1800. Okay, donc ça veut dire qu'il y a la présence humaine dans ce monde, mais depuis quand même un certain temps, et surtout avant il y avait des civilisations. On peut se poser légitimement la question, que font ces espèces ici? Est-ce qu'elles sont considérées comme natives? Donc, je vous ai parlé du mot natif. Ce qu'on appelle une espèce native, c'est une espèce qui est apparue dans ce milieu de façon évolutive. Elle est apparue ici et elle a vécu ici, elle s'est développée, elle a évolué. C'était sa zone de distribution initiale. Exemple, dans l'espèce humaine, si on regarde les registres fossiles, donc d'où on vient, comment est-ce qu'on a évolué, comment est-ce que nos civilisations ont conquis leur espace, notre espèce serait née justement au niveau de la Mésopotamie, au niveau vraiment du croissant fertile, l'Asie du Sud-Ouest, si je ne dis pas de bêtises. Moi, ça m'a posé problème cette affaire-là parce que on est dans le triangle des Bermudes, une région justement sud-Caraïbes. Moi, j'ai envie de savoir justement, est-ce que c'était des espèces qui étaient présentes initialement avant que l'être humain n'arrive? Parce que quand on dit natif, nous avons aussi du coup l'antonyme de cet adjectif-là, qui est introduit. Des espèces introduites, ce sont des espèces qui n'étaient pas présentes dans un écosystème, mais qui ont été introduites de par leur mouvement ou grâce à des vecteurs d'introduction. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans le live, mais c'était un peu la question que j'avais, parce que on est d'accord qu'il y a beaucoup d'activités humaines dans Sea of Thieves, avec des navires qui passent, avec des marchands qui passent. Donc
Donc oui, il peut y avoir aussi la possibilité que les espèces que nous voyons ici, une certaine partie, a été introduite par l'humain, par les activités humaines. Ce que j'ai essayé de chercher dans mes notes, c'est quelles étaient les espèces qui sont considérées comme endémiques au niveau des îles Vierges, c'est-à-dire des espèces dont la distribution était initialement dans les îles Vierges britanniques. J'en ai pas trouvé beaucoup, je vous dirais, il n'y en a pas non plus tant que ça. Mais il y a, en termes de biodiversité, quand même quelque chose qui est assez élevé, pour les Caraïbes en tout cas, et qui est assez cohérent avec ce qu'on a tout autour. En général, dans les îles qui ne sont pas de Sea of Seas, mais mettons les îles Vierges britanniques et de nos jours, on a quand même une grande variété d'oiseaux, insectes, poissons et reptiles dans ces endroits-là, et mammifères. Avec, par exemple, je vous donne quelques chiffres, nous avons, dans le cas des îles Vierges britanniques, 24 espèces de reptiles et d'amphibiens, par exemple. Nous avons à peu près un peu plus de 200 espèces d'oiseaux, avec beaucoup de migrateurs, dont des espèces qui ne sont pas là tout le temps et qui viennent se poser pendant un moment et qui repartent ensuite vers d'autres latitudes. Et nous avons plus de 900, à peu près 1000 espèces de plantes différentes. Ce qui veut dire que quand même on a une sacrée biodiversité dans ces endroits-là, ce qui n'est pas non plus étonnant parce que plus on est proche des tropiques et plus on est proche de l'équateur, en général, on a des espèces qui sont assez nombreuses. Et là, je vous parle que du terrestre, mais si on compte en plus les marins, tout ce qui est mammifères marins, poissons et tutti quanti qu'on trouve dans les récifs coralliens et tout ça, alors là, on explose un petit peu tout ça. Donc, au niveau des espèces, on a quand même quelque chose qui est assez élevé, donc, potentiellement, on pourrait s'attendre à ce que dans Sea of Seas, on ait quand même une diversité assez élevée d'espèces sur les îles que nous découvrons. Alors, il est aussi possible que le Shroud n'était pas présent à une époque et que, par exemple, pour les oiseaux, la migration ait emmené des espèces dans cette région avant l'apparition du Shroud. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Dans le cas des oiseaux, c'est pas quelque chose qui m'étonnerait trop, parce que j'ai l'impression que le Shroud n'a pas tant d'effet que ça sur la biologie en elle-même. Dans le sens où on voit dans notre expérience de pirate que le Shroud a l'air de beaucoup attaquer les navires, dont tout ce qui est inerte, le bois par exemple. Mais en termes de biologie, le Shroud en lui-même a pas l'air d'avoir été particulièrement impactant sur la biologie. Donc c'est possible que les animaux puissent rentrer et sortir à leur guise justement de Sea of Seas. C'est aussi possible que pas du tout. Et ce qui expliquerait pourquoi est-ce que dans Sea of Seas, on ne voit seulement que certaines espèces d'oiseaux et pas une énorme quantité et surtout des espèces migratrices. Tout simplement parce que les espèces qui sont ici sont des espèces qui sont insulaires, qui ont été coupées du reste du monde par le Shroud, qui forment une barrière physique sur laquelle on ne peut pas se déplacer. Donc à partir de là, avec cette barrière-là, on rentrerait dans un phénomène d'insularité, qui veut dire que ces espèces sont coupées des autres espèces, des autres individus de la même espèce, et que sur du très long terme, on pourrait très bien avoir une spéciation qui arriverait ici, vraiment la présence d'une évolution particulière qui créerait justement des nouvelles espèces à partir des espèces qui sont présentes. C'est quelque chose qui est assez commun dans la théorie d'évolution, donc à voir évidemment si ces espèces seraient sélectionnées ensuite. Mais ce concept d'insularité, le fait d'être coupé du reste des populations de cette même espèce, est très important dans le cas justement de l'évolution. Alors il me semble qu'il n'y ait pas de poissons dans la mer Rouge, mais après on voit pas vraiment en dessous. Dans la mer Rouge de Sea of Seas, la mer du Shroud. Effectivement, il n'y a pas trop de poissons. Donc, moi, mon postulat était de voir un petit peu si, dans les Caraïbes, hors Sea of Seas, est-ce qu'il y avait une présence justement d'espèces. Est-ce que les espèces que nous voyons dans Sea of Seas sont des espèces qui sont endémiques ou non? Et pour ça, je me suis intéressé un peu à tout ce qu'on pouvait voir partout au niveau des Caraïbes. Alors, je vais commencer par les poules. Il y a trois grandes espèces qui sont assez emblématiques dans Sea of Seas, évidemment pour l'instant, que sont les poules, les cochons et les serpents. Et je me suis posé la question, là-dedans, est-ce que les poules étaient... les poules que nous avons vues sur Sea of Seas, que nous avons vues à l'instant, est-ce que ce sont des poules qui sont présentes de façon native ou est-ce qu'elles ont été introduites? Eh bien, d'après mes recherches, je pense qu'elles ont plutôt été introduites par l'homme, parce que les poules, le poulet, est une espèce domestique très très liée au déplacement humain et aux communautés humaines, et il n'y en avait pas avant l'arrivée justement des colons, les colons espagnols dans ces endroits-là avant. La seule référence que j'ai pu voir de poules au niveau de l'Amérique du Sud, c'est cette petite poule, cette jolie petite poule qui est une poule endémique du Pérou. Et c'était une poule qui était très domestiquée par les Incas
entre autres, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas que les Incas au Pérou. Et cette petite poule s'appelle Araucana. C'est la petite espèce de poule Araucana qui est native, justement, des zones du Pérou. Il s'agit de la seule espèce que j'ai pu voir dans mes recherches qui était justement native de la région, on va dire, de l'Amérique du Sud. Donc, par extension, on pourrait très bien supposer que la poule Araucana, si on veut s'intéresser à Sea of Thieves, en considérant que les poules que nous voyons sont des poules qui sont natives de l'endroit, c'est-à-dire qui ont été présentes, qui ont évolué, qui sont apparues ici de façon primaire, on pourrait très bien se proposer que les poules Araucana se sont déplacées de l'Amérique du Sud vers justement l'Amérique centrale et les Caraïbes, justement avec la chaîne des Caraïbes ici, et qu'elles ont pu justement coloniser ces nouveaux endroits et y habiter de façon native. Et ça voudrait dire qu'il y a dû avoir une énorme connectivité entre les écosystèmes, c'est-à-dire qu'une espèce une espèce peut aller d'un écosystème A à un écosystème B, on appelle la connectivité entre les écosystèmes. Vous pouvez avoir des échanges entre vos écosystèmes. Et ça voudrait dire qu'il faudrait aussi qu'il y ait beaucoup de temps qui s'est passé, justement pour faire en sorte qu'elle ait eu le temps de se déplacer. C'est quand même un scénario qui est très peu probable, mais on a aussi l'autre proposition qui est que les poules que nous voyons sur celle-ci sont des descendantes de cette espèce qui a été importée par les anciens, par les civilisations qui étaient présentes, pour justement subvenir à leurs besoins. J'imagine que l'être humain peut accentuer cette connectivité, et tout à fait, mon cher Lico, exactement ce qu'on appelle l'être humain dans ce contexte-là. L'être humain est un vecteur d'introduction et va permettre de faire de la connectivité entre des écosystèmes qui n'étaient pas au départ, de par leur déplacement. Et ça, on en parlera juste un petit peu après quand je vais vous parler d'invasion écologique. Donc moi, pour l'instant, de ce que je peux postuler, c'est que les différentes poules que nous avons, et nous avons une petite variété de poules, nous avons 5 plumages différents, donc on peut postuler que ce sont des sous-espèces de poules différentes. Soit ce sont des poules qui ont été apportées par les civilisations colonisatrices, donc les Espagnols en particulier, ou par les anciens dans leur temps. Soit ce sont des poules de type Araucana qui étaient présentes ici parce que c'était les seules poules qui étaient présentes au niveau de cette région, même relativement loin. C'est quelque chose qui peut, si on a suffisamment de temps, être une réalité. Donc moi je pense pas que ce soit quelque chose qui soit très natif, et ça ferait du sens dans le cas de la poule. Donc les poules que nous voyons ici seraient des poules qui auraient été importées avec les hommes et qui auraient été libérées justement dans l'écosystème et qui maintenant vivent telles des poules sauvages, bien sûr. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que y a quelque chose qui ne va pas dans mes hypothèses, parce que je vous rappelle que ici on ne fait que des hypothèses. Ce que je vous présente ici, ce sont des hypothèses, ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies, ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, et il faut ensuite les confronter à la réalité avec des expériences et avec des expéditions pour voir justement est-ce que c'est le cas ou non. Dans le cas de Sea of Thieves, si on voulait avoir des informations sur la nativité, sur le fait que est-ce que les poules sont originaires de cet endroit ou pas, il faudrait qu'on aille faire des recherches archéologiques, il faudrait qu'on aille s'intéresser aux indices dans le sol et des indices historiques qui nous permettraient de nous donner une idée un petit peu depuis combien de temps est présente cette espèce à un endroit. C'est de l'archéoécologie et ça c'est très très intéressant parce qu'il y a aussi justement il y a eu des recherches qui ont montré que les poules que nous voyons ici, des poules qui ont été apportées par les conquistadors espagnols, c'était des poules qui n'étaient pas du tout présentes dans l'alimentation des communautés précolombiennes avant qu'ils arrivent. Et depuis leur arrivée, on en a vu justement des os de poulet dans les différents restes que nous avons pu voir. Donc ça nous permet aussi de dater ces restes avec l'arrivée des Espagnols, parce qu'avant il n'y avait juste pas de poules, par exemple. Donc ça c'est vraiment le fun, et vous pouvez utiliser ces informations-là pour servir de petits indices dans l'archéologie. Passionnant. Alors si cette théorie est juste, ça veut dire que les colonisateurs espagnols, ou les anciens, avaient un moyen plus efficace que le Shroudbucker pour passer régulièrement le Shroud. Si en tout cas le Shroud était toujours présent. Moi je pense qu'on peut effectivement indiquer que le Shroud était présent, et ce qui voudrait dire aussi que dans le cas de Sea of Thieves, on n'a pas eu beaucoup de présence d'Espagnols parce qu'ils ne pouvaient pas venir ici. La connectivité était limitée avec justement le Shroud. Bon. Les anciens, ça fait plus longtemps qu'ils sont là, mais effectivement tu mets un point sur ça, qui est que
Soit ils avaient des moyens, soit le Shroud n'était pas présent, soit il était présent et justement Sea of Thieves a un milieu qui est très différent de ce qu'on a ailleurs. Encore une fois, tout ça ce sont des hypothèses. Alors on a déjà visité sous les îles de Sod, je suis pas sûr qu'on ait trouvé grand chose malheureusement, effectivement, et on a surtout trouvé des squelettes, mais sauf qu'ils n'étaient pas morts, ils étaient à la vie. Sauf qu'ils ont bien dû venir à un moment, sinon leur fantôme ne serait pas là. La mer des damnés est plus si à la mer des voleurs qu'aux autres océans, tout à fait. Tout à fait, sauf que dans le cas par exemple des forteresses marines, qu'on voit sur Sea of Thieves, et ça je pense qu'on en reparlera dans le dernier épisode de Be More Ocean, elles n'ont jamais été présentes par elles-mêmes dans Sea of Thieves, elles ont été invoquées de souvenirs dans la mer des damnés pour les faire apparaître dans le vrai monde, parce que c'est un monde qui est magique. Et elles n'étaient pas présentes à Sea of Thieves à une époque, c'est juste qu'elles ont été copiées-collées dans le monde par les machinations de Flamart. Donc, est-ce que les Espagnols sont vraiment venus dans Sea of Thieves avec la force de la flotte coloniale des conquistadors? Je ne pense pas, parce qu'il y avait le Shroud. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là à un moment. Et notamment le fait qu'il y ait aussi des marchands qui font des marchandises, parce que tous, on ne vous a pas montré tout ça, mais les marchands, notamment, font un commerce avec les poules et les animaux vivants. Les poules, les cochons et les serpents. Donc ça veut dire que s'ils nous demandent de leur apporter des animaux, c'est qu'ils en font leur commerce, et c'est possible que les marchands aient aussi été le mode d'introduction de ces espèces dans l'écosystème. Parce que rien ne nous dit à l'heure actuelle, est-ce qu'il y avait des poules au moment des anciens? On a une petite possibilité, et je vais revenir là-dessus juste un petit peu après, mais ça peut tout à fait être aussi la présence, l'arrivée des marchands depuis la découverte de Sea of Thieves par le Seigneur de la Piraterie, et aussi été le moment où l'introduction de ces espèces. Mais je ne pense pas que cette hypothèse soit vraie, parce que, je vais vous montrer ça juste après, on a des indices que ces espèces-là étaient présentes avant que ne viennent justement la nouvelle vague avec les pirates et les sociétés commerciales. Donc ça c'est mon hypothèse au niveau des poules, c'est qu'elles étaient introduites dans l'écosystème par les anciens ou par des groupes qui sont aujourd'hui constitutifs de Sea of Thieves, parce que ces espèces-là ont très peu de chances d'être natives des écosystèmes caribéens. Et je vais aussi dire la même chose pour les cochons. Les cochons que vous avez vus tout à l'heure, ce qu'on appelle cochons, les cochons domestiques, ce sont des espèces de la famille des suidés. Et en général, le cochon domestique est Sus scrofa domesticus. Il y a différentes espèces évidemment. Donc tout ce qui est cochon, sanglier, phacochère, tout ça, ça fait partie de la famille des suidés. Il se trouve que cette famille d'espèces n'est pas du tout native d'Amérique du Sud. Elle est native d'Europe et d'Asie. Il n'y en a pas eu du tout en Amérique. Ce qui veut dire que les cochons que nous voyons ici ne sont absolument pas natifs. Mais genre, vraiment pas. Et le seul cousin que j'ai vu dans mes recherches, ce sont justement ces petites espèces-là trop mignonnes qui sont des pécaris. Et les pécaris qui sont dans la famille des Thaiasuidés, qui eux sont retrouvés là aussi en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les pécaris. Ils sont tout jolis, tout mignons, avec plein de poils. Donc c'est le seul petit animal que j'ai pu voir qui était natif de la zone, les pécaris, qui étaient des animaux qui étaient exploités par toutes sortes de civilisations. Mais en termes de cochon pur et dur, le cochon du genre sus, il n'y en a pas du tout dans cet endroit. Ce qui veut dire que pour moi, les cochons aussi sont des espèces qui ont été introduites dans Sea of Thieves, soit par les anciens, soit par les groupes aujourd'hui qui colonisent Sea of Thieves, donc les pirates, les sociétés, etc. Vous remarquez quand même que le petit cochon que nous avons vu tout à l'heure a une robe, a pas de poils, donc a quand même des caractéristiques physiques qui sont très différentes de ce qu'on voit là, de ce petit pécari. Donc de là, deux choses l'une, soit les cochons que nous voyons ici sont une espèce de pécari qui a évolué pour être spécifiquement adapté aux écosystèmes de Sea of Thieves, soit il s'agit de cochons qui ont été introduits par l'homme dans ces écosystèmes et qui sont devenus sauvages dans tout cet endroit-là. Je pencherai pour la deuxième solution, parce que si on regarde bien les cochons que nous voyons sur les îles de Sea of Thieves, eh bien c'est des cochons qui ressemblent quand même pas mal aux cochons domestiques, même en plus petits. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, de la saison 15, il y a aussi une introduction de sangliers. On va aller voir des sangliers dans Sea of Thieves. Donc là, c'est une image qui est sortie justement des news de Sea of Thieves parce qu'ils ne sont pas encore disponibles dans le jeu. Et il va y avoir des sangliers.
Alors là, par contre, je suis plus embêté pour expliquer ça, parce que les sangliers font partie de la famille des suidés, donc comme je vous disais, et ils ne sont absolument pas natifs de Sea of Thieves. Ils sont natifs de l'Europe et de l'Asie. Ce qui veut dire que les espèces qu'on voit là ici sont des espèces qui ont aussi été importées. Est-ce qu'elles ont été importées par les anciens pour servir justement dans des rituels, pour servir aussi à leur alimentation, à leur culture? Malheureusement, on n'en sait rien, mais ça peut être juste un postulat que je peux donner ici, parce que le cochon n'est pas endémique de Sea of Thieves d'après les informations que j'ai. Donc si on résume, d'après mes recherches, je dirais que ce qui est cochon et poule seraient des espèces qui ont été introduites par les activités humaines dans Sea of Thieves et qui n'étaient pas présentes avant l'arrivée des humains, que ce soit les anciens ou nous autres. D'ailleurs, chose qui est assez intéressante, d'ailleurs, on pourrait très bien aussi essayer d'expliquer un petit peu l'arrivée des sangliers sur le jeu, parce que on est d'accord que d'un point de vue game design, c'est tout simplement une mise à jour qui a apporté des nouvelles espèces dans le milieu. Mais si on voulait justement mettre un petit peu de sens là-dedans, on pourrait très bien dire aussi que ce sont des espèces qui viennent d'être importées dans Sea of Thieves, qui viennent d'être arrivées, d'être introduites, et qu'elles sont en train de s'approprier l'écosystème pour vivre justement de façon indépendante par rapport à l'homme. Parce qu'elles sont redevenues sauvages. C'est tout à fait possible. Sachant qu'en plus, les sangliers en général sont des espèces qui sont très favorisées pour tout ce qui est chasse et tout ce qui est aussi culture. Ce serait pas étonnant que des marchands qui soient allés dans Sea of Thieves avaient avec eux des sangliers pour faire du commerce ou pour d'autres raisons. C'est tout à fait possible, ce n'est pas la première fois et ce ne sera certainement pas la dernière que nous voyons ça. Je vais mettre aussi un petit bémol, hein, bien sûr, parce que tant que nous parlons de cochons, il faut aussi qu'on regarde Gatas, qui est en train de grouiquer depuis tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, on a encore une autre espèce de cochon avec des espèces de canines pointues. Ce cochon-là qui ressemble vraiment à un cochon aussi, hein. Et encore une autre espèce que ce que nous voyons, ce n'est ni un sanglier, ni un cochon domestique. C'est encore autre chose. Donc, encore une fois, on a des introductions d'espèces assez intéressantes. Et ceci étant aussi intéressant, c'est que ce cochon-là n'est trouvé que dans l'Emporium, c'est-à-dire une structure humaine où on peut acheter justement des espèces en tant que compagnons. Donc ça veut bien dire aussi une chose, c'est que théoriquement, si ces espèces étaient livrées à elles-mêmes, que l'on les laissait partir depuis leur domestication, elles se retrouveraient dans le monde et elles coloniseraient l'écosystème. Donc c'est ce qu'on appellerait une introduction d'espèces, évidemment. Je rappelle qu'on est sur un live d'hypothèses, un live où on essaye de poser justement des hypothèses sur les écosystèmes de Sea of Thieves et ce qui serait vraisemblable. La réponse pour l'instant que nous avons au niveau de la faune terrestre, c'est qu'il serait vraisemblable que si on considère que les espèces ont été importées par l'homme et qu'elles n'étaient pas là présentes avant dans ces écosystèmes. Ce qui n'est pas tout à fait vrai justement pour le troisième taxon, la troisième espèce d'animal, on va dire, supérieur que nous voyons ici. Ce que j'entends par animal supérieur, c'est-à-dire un animal emblématique, hein. Il n'y a rien, il n'y a aucune hiérarchie entre les espèces, hein. C'est les serpents, évidemment. Et là, on n'en a pas trouvé, mais on va aller se balader sur une île avec un serpent. Alors Nico nous demande, est-ce qu'il est possible que des espèces normalement disparues puissent toujours exister sur la mer des voleurs? C'est une excellente question. Et la réponse, je pense, serait oui. Oui, parce que d'une part, on est dans un écosystème qui est insulaire, donc comme je le disais tantôt, un écosystème qui est coupé du reste du monde par la présence du Shroud. Donc des espèces qui ont disparu dans le vrai monde pourraient être présentes ici parce que protégées dans ce milieu. Enclavé et insulaire, c'est le même mot en écologie, c'est vraiment le concept que... Ils me laisseront pas tranquille, hein. Alors attendez. J'ai un problème de type navire squelette. Vous n'aurez pas le médusan? Viens! Viens! Non mais la houle c'est n'importe quoi. Allez, il va me rendre strat. Ah! Ils viennent écouter avec nous, exactement. Vous faites peur à mon cochon? J'arrive, hein, c'est imminent. Mais il est à l'autre bout du monde et il me tire dessus encore. Tu as un problème de type biologie nécrotique, exactement. Je me demande si on constate des dégâts dus au fait que les espèces introduites s'approprient des niches écologiques qui n'étaient pas les leurs.
La réponse, ma chère Emurian, c'est oui, évidemment. Dans de nombreux cas, l'introduction d'espèces peut poser de gros soucis pour les écosystèmes. Parce que justement, de nouveaux écosystèmes vont venir chambouler les équilibres, les différentes fonctions que vous avez trouvées au niveau des écosystèmes qui sont là depuis longtemps. Ils ont leur équilibre. Et bien importer de nouvelles espèces peut apporter un sacré bazar au niveau de ces écosystèmes. Ça, c'est des choses qui sont très communes dans la vraie vie. Notamment dans les milieux, par exemple, les milieux avec beaucoup d'activités humaines, des milieux avec, par exemple, dans des marchés, dans des ports, dans des endroits où il y a beaucoup d'arrivées, justement, d'espèces. Bah, c'est très commun, je dirais, de voir que des espèces ont été introduites de façon volontaire ou non. Par exemple, des rats qui se baladent hors des navires, ils vont aller coloniser le reste de l'écosystème. Et s'il n'y avait pas de rats avant, bah, ils vont aller manger des œufs, ils vont aller manger d'autres espèces et tout ça qui vont complètement aller chambouler l'équilibre d'écosystème et potentiellement faire de gros bazar. C'est ce qui s'est passé entre autres par exemple en Méditerranée. En Méditerranée, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Colerpa taxifolia, qui est une algue verte qui est complètement envahissante dans de nombreux écosystèmes de la Méditerranée et qui a tellement de succès dans ces nouveaux écosystèmes qu'elle casse tout. Elle remplace toutes les espèces qui étaient présentes à sa place. Et c'est un énorme problème parce que du coup ça fait en sorte que les écosystèmes ont une pression supplémentaire et c'est une pression biologique cette fois-ci. Effectivement, c'est a priori ce qui s'est passé. C'est l'aquarium de Monaco qui aurait relâché cette algue sans faire exprès dans le cadre de leurs activités d'aquariophilie. Ça peut être des choses qui sont tout à fait accidentelles, mais effectivement, enlever ces algues-là et faire en sorte que les écosystèmes redeviennent comme avant, c'est très complexe. En général, c'est même presque impossible. Donc ici, on a encore des petits cochons. Des cochons qui sont là, ils sont tranquilles. Ils vivent leur meilleure vie. Pas de crabe d'ailleurs. Eh bien, de façon assez étrange, non, il n'y a pas de crabe sur ce site. On n'en a pas trouvé. C'était quelque chose qui devait être ajouté, mais on sait que c'est des choses qui existent parce que ils en font référence au niveau des crabiers, trucs comme ça. Mais on n'en voit pas. Donc soit ils sont trop petits pour qu'on les voit et qu'on les remarque dans notre voyage de pirate, soit ils n'existent juste pas. Et la niche écologique utilisée par les crabes est utilisée par une autre espèce. Vous voyez, on a changé de région là. Et maintenant, on est dans les Shores of Plenty. C'est une région qui est effectivement beaucoup plus jolie et caribéesque, j'ai envie de dire, que les Wilds qui sont trop moches. Voilà. Donc, nous arrivons sur Lone Cove, une île qui est normalement peuplée avec des serpents. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que si vous vous intéressez un peu à la distribution des espèces dans Sea of Thieves, eh bien toutes les îles n'ont pas toutes les mêmes espèces. Vous allez avoir des îles qui vont avoir des serpents, d'autres où il va pas y avoir de serpents mais il y aura à la place des cochons et des poules. Enfin, c'est un... Oh, ça c'est un mégalodon, mais laissez-moi tranquille. C'est ça, t'es greux. On parle d'écosystème terrestre. Tu n'as rien à faire ici. Allez, Monsieur Shadow Mao, ça sert à rien, vous n'êtes pas le Shrouded Ghost, je n'ai rien à faire de vous. Ouais, il a mis le turbo lui. Non mais, priorité à droite. Bonk. Ah. Relou. Et regardez, ici, hop, on a une nouvelle espèce aussi de plante que nous ne voyions pas précédemment dans les Wilds. Nous avons des petites fleurs. Jolies petites fleurs avec 5 pétales. Hop. Très jolies. Qui ressemblent à des petites orchidées, mais qui ne sont pas des orchidées, bien sûr. On a aussi d'autres fougères. Des fougères très très rouges, celle-ci. Magnifique. Des palmiers, hein, n'est-ce pas? Vous avez aussi d'autres petites fleurs aussi, cette fois-ci des fleurs bleu-blanches. Voilà. Et d'ailleurs, soit dit en passant, si vous avez des fleurs aussi, c'est qu'a priori vous avez des espèces pollinisatrices aussi. Donc tout ce qui est insectes, que nous ne voyons pas ici, qui sont là évidemment pour faire en sorte que les espèces puissent avoir justement la pollinisation. Et on a encore des cochons. Bonjour. Cochons qui vivent leur meilleure vie, effectivement. Et là, voilà, vous avez un petit serpent. Petit serpent. Et des squelettes, évidemment.
il y a effectivement plusieurs types de serpents, et ce sont des serpents qui sont vénéneux. Regardez, si on se rapproche trop, ils vont, hop, me mordre, on va balancer du venin qui va rentrer par une façon magique dans ma peau et me rendre empoisonné. Donc les serpents de Sea of Thieves, vous voyez, encore une nouvelle espèce. Et alors de façon assez rigolote, je vous avais montré justement les poules et les cochons, que je ne pensais justement pas natifs de Sea of Thieves. Eh bien je pense que dans le cas des serpents, ce n'est pas tout à fait le cas. Parce qu'il existe dans les îles Vierges britanniques des cas de serpents qui sont endémiques de ces régions. Il y a beaucoup de serpents dans les Caraïbes, et notamment des serpents endémiques. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est un boa que vous allez trouver dans les arbres. Et ce que j'ai lu, c'est qu'il y a deux types de boas natifs dans les îles Vierges britanniques, qui sont Tropidophis et Chilabotrus. C'est deux genres de serpents qui sont natifs de ces endroits-là. Donc, c'est très probable que dans le cas des serpents, comme ce sont des animaux qui ont une moins grande utilité, on va dire, pour l'être humain et qui sont aussi en général considérés comme nuisibles, parce qu'ils sont dangereux en général pour les espèces, il y a quand même moins de chances que ce soit des espèces qui soient introduites. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que ce soit aussi des introductions accessoires, donc c'est-à-dire un serpent qui était présent sur un navire, qui était présent avec une activité mais qui n'était pas dédié à ça, donc qui est vraiment en mode castaway, en petit naufragé serpent, qui est comme ça et qui vient ensuite se déplacer une fois qu'il est arrivé à bon port, alors que c'était pas prévu. Donc ça c'est tout à fait probable, ou alors c'est probable aussi que les serpents sont une espèce qui est de base endémique dans Sea of Thieves et qu'elles étaient présentes sans aucune interaction avec les êtres humains. Alors, mais ça ressemble pas du tout à une orchidée, il y a 6 pièces florales et une symétrie bilatérale, même pas un label. Je vois, Emerillon, que tu es une orchidéiste. J'ai dit orchidée parce que j'avais le mot orchidée en tête, mais je suis d'accord avec toi, ce ne sont pas des orchidées. Mais je ne suis pas botaniste, donc je ne peux pas vous en dire plus sur quelles espèces nous voyons là. Voilà. Même si j'aimerais beaucoup le savoir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des fleurs. Et ça, c'est bien déjà. Alors, Lico nous demande, sur les espèces endémiques de serpents dans les Caraïbes, est-ce qu'il y a des espèces venimeuses? Car en vrai, les serpents, tu les as constricteurs, comme le boa. Tout à fait. Le boa que je vous montre ici est une espèce constricteur, qui n'est pas venimeuse, mais dans les espèces, pas endémiques, mais dans les espèces qui sont présentes dans les îles Vierges britanniques, il y a des espèces qui sont venimeuses. Effectivement. Mais dans les espèces endémiques, j'en ai pas vu de mon côté, mais encore une fois, je n'ai pas fait des recherches exhaustives, donc c'est tout à fait probable qu'il y en ait et qu'on ne les ait pas vues. Alors, une chose aussi qui m'avait paru intéressante à mentionner, c'est que je vous avais parlé justement plutôt des anciens. Donc les anciens, pour ceux qui ne savent pas, on va en parler un peu plus en détail dans un autre live, mais les anciens, c'était une civilisation d'humains, justement, qui était présente dans la région qui s'appelle Sea of Thieves, que nous appelons Sea of Thieves, mais que eux n'appelaient pas de cette façon-là. Ils étaient présents et ils ont vécu, ils ont fait vraiment une civilisation prospère dans Sea of Thieves, et ils ont eu aussi une présence longue dans ces endroits-là. Donc on peut toujours postuler effectivement que cette civilisation a eu un lien avec la présence ou non des espèces que nous découvrons encore aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi une des façons d'aller se poser ces questions-là, de savoir est-ce que ces espèces étaient présentes au temps des anciens, justement, c'est d'aller s'intéresser aux archives de ces civilisations. Bon, c'était une civilisation qui n'avait pas l'écriture en tant que telle, c'était une civilisation avec beaucoup de passation orale du savoir, mais il y avait une chose qu'ils faisaient qui était des peintures rupestres. Il se trouve que si vous allez vous balader sur Sea of Thieves et que vous regardez un peu les rochers, vous pouvez tomber sur ce genre de peinture-là, par exemple. Ici, vous voyez un démon au centre, en rouge, dans un cercle en bleu, avec des choses qui ressemblent à des poules. Si vous regardez bien, des choses qui ressemblent quand même beaucoup à des poules. Ce qui veut dire que si il existe des représentations iconographiques de poules, même à l'époque des anciens, on peut très bien postuler qu'il y avait présence de poules, même à l'époque des anciens, par exemple. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va être intéressant au niveau des sangliers. Au niveau des sangliers, si vous regardez aussi ici, il y a beaucoup de peintures rupestres. Vous allez voir représenter des sangliers. Chose, du coup, qui voudrait dire que l'hypothèse selon laquelle cette espèce a été introduite est fausse. Alors, introduite de façon récente, j'entends, comme les cochons. Ce serait une réponse qui serait potentiellement fausse et qu'il y avait déjà des sangliers à l'époque des anciens,
Alors pourquoi est-ce qu'on les a moins vus? Pourquoi est-ce qu'on les a moins remarqués que maintenant qu'ils sont là? À mon avis, on peut juste dire que c'est une espèce de game design, ou alors c'est juste un choix des développeurs qu'à un moment ils sont là, avant ils l'étaient plus. Ou alors on peut aussi expliquer ça de la façon que leur espèce avait été décimée par la chasse et par des maladies, par plein de facteurs qui ont fait qu'il ne restait plus beaucoup, et que on ne les voit maintenant que parce que leur population va maintenant de nouveau mieux et qu'ils sont en meilleure forme. Alors parce que vraiment visuellement le serpent de Sot est un peu, je précise bien un peu proche du cobra. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que c'est un choix de game design encore une fois, mais c'est aussi possible que le cas des serpents qui se baladent dans Sea of Thieves de cette façon, c'est-à-dire vraiment se balader dans l'herbe et là-dedans, c'est un mode de vie qui sied plus au cobra. Mais si on regardait au niveau des arbres de Sea of Thieves, c'est possible qu'on trouverait peut-être des espèces de serpents arboricoles qui seraient présents, tout comme on voit ce joli boa ici, qui est présent dans un arbre. Il y a beaucoup d'espèces de serpents dans les arbres, dans les îles Vierges apparemment. Donc peut-être il y a un peu des deux, et que les cobras ne sont pas visibles pour la raison qu'ils sont un petit peu... Ils peuvent se confondre avec le bois, qu'on les remarque un peu moins. Ça peut être une hypothèse. Ou alors simplement que les développeurs n'avaient pas envie de mettre des boas. Alors selon le dessin, il y a des aigles, des serpents, des poissons, des chats, des poules et des tortues. Effectivement, au niveau des anciens, il y avait quand même une sacrée iconographie. Il y avait beaucoup d'espèces qui ont été montrées justement sur ces peintures rupestres-là. Ce qui veut dire qu'a priori, il y avait quand même des espèces comme ça déjà à l'époque des anciens. Donc ce qui voudrait dire que dans le cas de la poule par exemple, s'il y a eu une introduction d'une poule dans ces milieux parce qu'elles ne sont pas natives de cette région, eh bien l'introduction n'a pas eu lieu avec, on va dire, les civilisations modernes des pirates, mais vraiment à l'histoire bien avant avec les anciens où il y avait déjà des poules. Donc soit c'est eux qui les ont importés avec différentes civilisations qui étaient présentes, il n'y avait par exemple pas encore le Shroud et tout ça, soit justement, peut-être qu'elles sont même arrivées de la mer des damnés, peut-être que ce sont un souvenir qui était présent dans la mer des damnés et qui a été importé parce qu'ils avaient la maîtrise de la mer des damnés. C'est possible, c'est quand même très peu probable parce que là on parle d'espèces biologiques, d'individus. Mais c'est pas à enlever complètement parce que dans Sea of Thieves, rien ne reste mort très longtemps. Ça c'est quelque chose qu'on connaît bien dans Sea of Thieves. N'oublie pas les constellations dans ta perception des dessins anciens. Effectivement, les constellations, ce qui ont été montrées par les anciens au niveau des temples des anciens, est aussi à prendre en compte exactement. C'est pour ça qu'on peut voir des renards, on peut voir tout un tas quand même de bestiaires assez élevés. Donc encore une fois, est-ce que ce sont des espèces qui avaient été présentes contemporainement aux anciens, donc c'est-à-dire est-ce qu'ils vivaient typiquement avec des poules, ou alors est-ce que c'était des espèces qui étaient présentes dans la mer des damnés et que grâce à la maîtrise de cet environnement, ils ont pu aller et venir, eux, de la mer des damnés, et rapporter avec eux le souvenir, enfin l'existence de ces espèces-là, alors qu'elles n'étaient pas dans leur vrai monde. Il ne faut pas enlever cette hypothèse-là, parce que comme on verra un peu plus tard dans le prochain live, les anciens avaient une maîtrise énorme de la mer des damnés, donc à garder en tête. Non mais par exemple, la tortue est en constellation, elle n'existe pas forcément, ils ont juste utilisé le dessin et la légende pour représenter quelque chose. C'est vrai qu'on peut aussi enlever le côté complètement réel des choses que nous voyons, et ça peut être des allégories. Le truc, c'est que pour qu'une allégorie puisse être faite, il faut qu'il y ait de base une référence sur laquelle se poser. Mettons par exemple que tu veuilles effectivement faire une allégorie sur la tortue, et on est d'accord que si tu n'as jamais vu de tortue dans ta vie, t'as peu de chances de faire apparaître l'allégorie et de relier ça avec une représentation culturelle. Donc effectivement, ils peuvent être représentés, mais ça sous-tend quand même que les anciens ont été à un moment en contact avec ces espèces pour s'en inspirer par la suite. Donc, ce que je reprends un petit peu de tout ça, c'est que on a vraiment quelque chose à explorer avec les anciens, qui est que ils ont été contemporains d'un certain nombre d'espèces qu'on voit aujourd'hui. Des espèces qui sont des poules, qui sont des cochons, des sangliers. Ce sont des espèces qui ne sont pas trouvées de façon native dans les îles autour de Sea of Thieves. Ce ne sont pas des espèces natives des Caraïbes. Donc, il y a une hypothèse à poser ici. Est-ce que c'est parce que ces espèces ont été introduites seulement à Sea of Thieves parce que les anciens étaient présents et qu'ils ont pu les introduire dans leur milieu avec leurs activités, et que le fait qu'ils aient disparu et fait en sorte que ces espèces soient devenues ensuite sauvages? Pour moi, c'est l'hypothèse qui serait la plus probable, si on se base sur on va dire, la sociologie
et les sciences de l'écologie pour expliquer ça. Soit ce sont des espèces qui ont été observées par les anciens dans d'autres circonstances, que ce soit par exemple sur la mer des damnés, et qui ont ensuite été représentées de cette façon, et que par hasard, elles ont été introduites par la nouvelle vague d'humains, donc les pirates et les sociétés commerciales, après la présence des anciens. C'est aussi une possibilité. Sauf que cette hypothèse me semble un peu moins parcimonieuse, dans le sens, ça me semble un peu moins probable que la première, où elles étaient justement, faisaient partie de leur civilisation. C'est à peu près ce que j'ai à proposer justement pour ces 3 espèces majeures. Et justement, on parlait dans l'iconographie des anciens qu'il y avait aussi d'autres espèces, et notamment il y a certaines espèces comme le hibou, qui sont des espèces qui peuvent être justement domestiquées. En tout cas, dans le jeu, vous avez la possibilité d'avoir des chouettes. Notre pirate peut avoir une petite chouette. Et bien là, je voulais juste vous dire que dans mes recherches, vous avez trouvé justement ici une petite chouette qui est le hibou portoricain, qui est un hibou qui est endémique de la région de Porto Rico et des Caraïbes. Sachez d'ailleurs que cette espèce est éteinte au niveau des îles Vierges britanniques, apparemment. La population locale a été éteinte, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'individus qui représentent cette espèce dans cet endroit. Mais dans le reste des îles des Caraïbes, elles sont présentes et en bonne forme malgré tout. Au niveau de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, le score qu'ils indiquent justement pour cette espèce est de moindre least concern. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de peur sur le fait que cette espèce va disparaître. Donc ça c'est quand même assez le fun et c'est très bien GG pour les hiboux bien sûr. Donc on a vu l'apparition des hiboux, des hiboux et des chouettes dans l'Emporium. Ben, sachez que c'est tout à fait probable qu'il y ait aussi présence de hiboux dans ces écosystèmes. C'est un peu contre-intuitif, je vous dirais, parce que c'est vrai que quand on pense aux Caraïbes, on pense pas tout de suite aux rapaces et aux hiboux, notamment. Mais ils existent, il y en a. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert avec mes recherches. Notamment les toucans aussi, des toucans qui peuvent être achetés aussi à l'Emporium. C'est des oiseaux de paradis qu'on appelle. Des oiseaux qui sont très nombreux et très proches de la forêt tropicale. Donc c'est tout à fait possible aussi qu'ils aient pu coloniser Sea of Thieves, puisqu'il y a une vaste présence de ces animaux dans les îles et dans les régions tropicales, attenant justement tout autour des îles Vierges britanniques. Et aussi, je voulais vous montrer ce petit gecko tout mignon, ce petit lézard-là, qui a, regardez, il a une tête qui est juste adorable. J'ai pas noté son nom d'espèce, mais c'est un petit gecko qui est natif aussi des îles Vierges britanniques. Il est endémique des îles Vierges britanniques. Ça fait partie des quelques espèces que j'ai trouvé qui est présente. Donc les geckos qu'on va pouvoir voir apparaître tout au long de la saison 15 des Sea of Thieves, c'est aussi tout à fait normal qu'on peut en trouver. Parce que dans Sea of Thieves, ils ont évidemment pas montré toutes les espèces des écosystèmes présents, parce que sinon il n'y a pas, on voit aucun insecte, presque pas d'insectes, pas de criquets, pas d'araignées, pas de, il y a rien de tout ça, et c'est un peu embêtant, bien sûr, parce que on sait qu'ils sont quand même assez nombreux. Donc de là, deux choses l'une, soit ces espèces ne sont pas du tout présentes dans le milieu, ce qui est peu probable parce qu'elles ont quand même une fonction dans l'écosystème qui est importante, et les insectes, en tout cas, ça fait partie des espèces les plus communes qu'on trouve partout, dans littéralement tous les écosystèmes de la planète, parce qu'il y a eu une diversification énorme des insectes de partout, donc c'est peu probable qu'il n'y en ait pas du tout. Donc l'autre hypothèse, ce serait que, a priori, ce soit des espèces qui sont trop petites pour être visibles par nos pirates, qui sont juste pas attentifs pour les voir, mais qui sont bien là. Alors j'ai une autre question. Ouais, désolé, mais il n'y a pas à être désolé. Moi je cherche les questions justement. C'est une question d'explication. Si le Shroud n'est pas traversable, comment on peut expliquer que les espèces, on peut acheter renards et tout ça sans les avoir sur les îles? Bah, à mon avis, c'est parce que ce sont des espèces qui ont été importées par les sociétés commerciales, et notamment par le Pirate Emporium. Et s'ils sont éteints comme ces petits hiboux dans les îles Vierges, c'est aussi possible. Tu poses une question qui est assez intéressante. Est-ce que c'est possible que les espèces aient été éteintes au niveau des écosystèmes, et c'est pour ça qu'on ne les voit plus? C'est tout à fait possible. Ce concept d'extinction locale, du fait qu'une population d'une espèce ne soit plus assez viable pour faire en sorte que la population se maintienne avec le temps, soit il n'y a pas assez de naissances, soit il y a trop de prédation, soit il y a une maladie, soit il y a énormément de facteurs qui peuvent conduire à des extinctions locales. Et c'est clair que
c'est quelque chose qui n'est pas du tout à enlever comme hypothèse, d'autant plus qu'on est dans un milieu qui est, comme on disait, insulaire, un milieu qui est coupé, énormément coupé du reste du monde. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas la possibilité pour que d'autres... si, il y a cette possibilité, mais elle est très faible à cause du Devil Shroud, que des individus d'une même espèce puissent revenir dans les écosystèmes pour compenser la perte locale des espèces au sein justement de Sea of Thieves. Parce qu'on est d'accord que si vous avez une population qui est très chassée, donc avec le milieu, avec le nombre d'espèces ici qui commence à diminuer, mais que vous avez des écosystèmes à côté qui viennent leur apporter d'autres espèces parce que d'autres individus viennent pour remplacer ceux qui sont perdus, et bien au final, vous allez avoir un équilibre du nombre de pertes et du nombre d'arrivées qui vont faire que votre population est durable. Ça, c'est ce qui peut se passer quand des écosystèmes sont en connectivité, c'est-à-dire qu'il va y avoir un transfert d'espèces possible d'un écosystème A à un écosystème B. Mais si il n'y a pas de connectivité entre les deux, et ben là, ça va être difficile. Et là où il va y avoir des pertes d'espèces, et ben on va avoir la possibilité d'avoir des extinctions locales, et ça, c'est compliqué. C'est par exemple ce qui pourrait se passer, mettons, sur des îles où nous avons vu qu'il y avait des cochons, des serpents, et qu'il n'y avait pas de poules. C'est tout à fait probable que sur cette île-là, la population de poules est déclinée parce qu'elle avait été trop chassée par les serpents, par exemple, qu'il n'y avait pas assez de nourriture, qui a fait que forcément elles n'avaient pas été assez compétitives et que leur population a diminué au point de disparaître complètement. Ça, c'est tout à fait possible. Donc c'est clairement, et tu as bien raison de le mettre en avant, Émerion, c'est clairement possible qu'il y ait des extinctions locales au niveau des îles parce qu'on est dans un écosystème qui est très fermé, un écosystème qui possède très peu de liens avec le reste du monde. Ce qui veut dire que soit il y a de la magie qui ait lieu et qui fait en sorte que s'il y a trop de pertes, des espèces peuvent réapparaître comme par magie. Possible, c'est une hypothèse. Soit on est dans un écosystème qui, malgré la chasse des différentes espèces et la prédation par rapport aux prédateurs justement de l'île, est suffisamment autonome et que les espèces qui sont présentes dans une île apportent justement suffisamment d'individus pour que les populations soient durables. C'est tout à fait probable. Mais ça, c'est assez intéressant parce que ça demande rien qu'en soi plusieurs doctorats pour découvrir justement le fin mot de l'histoire. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle de la dynamique d'espèces, la dynamique des communautés. Et c'est un pan de l'écologie qui est très intéressant parce qu'il s'intéresse justement aux relations qu'il y a entre les espèces et aux relations qu'il y a au sein des espèces. Donc intraspécifique et interspécifique. Et ça, c'est vraiment passionnant. Alors je pense que la question d'Émerion était comment les hiboux dont tu as parlé dans les hivers se sont éteintes. Ah, alors si c'est ça la question, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que je ne suis pas allé chercher l'info. Mais ça peut tout à fait être possible que cette population soit éteinte parce que il y avait soit trop de prédation, ce qui est peu probable parce que ce sont des hiboux qui sont eux-mêmes des prédateurs, soit il y a eu une perte de leur habitat par la déforestation par exemple. Donc si vous coupez les habitats des espèces, vous les stressez et vous empêchez qu'elles puissent vivre dans les conditions optimales de subsistance. Donc forcément, si vous perdez votre habitat, eh bien vous perdez votre lieu de vie, mais vous perdez aussi effectivement vos proies, donc tout ce qui permet de vivre, vous allez potentiellement vers une extinction locale. Compliqué. Voilà. Donc, si je devais poser une hypothèse là-dessus, c'est que je pense que ce serait plutôt la perte de l'habitat qui a entraîné une cascade d'effets qui a fait en sorte de faire que la population locale soit disparue, simplement. Ou une perte de proie, ou une prédation sur le nid, c'est exactement ça. Tout un tas de stress, de pression qui découle du fait que l'habitat ait été modifié. Et ça, c'est quelque chose qui est très commun, malheureusement, dans notre monde actuel. Le fait que nous surexploitions les ressources, et notamment que nous fassions de la déforestation, plus que ne peut le soutenir et le supporter la forêt, eh bien, c'est un problème. C'est un problème et les espèces en payent le prix, malheureusement. Et c'est aussi ce qui fait perdre un peu la fameuse érosion de biodiversité. Le fait que aussi il y ait plus que la température augmente, n'en déplaise aux climato-sceptiques, bien sûr. Parce que c'est vrai, la température augmente, hein, c'est tout. La science l'a prouvé. Donc il n'y a plus de discussion possible. Donc ça, c'est un peu pour tout ce qui était espèces. Et je voulais évidemment vous parler, bien sûr,
dernière petite chose, qui est que, effectivement, on a parlé beaucoup de faune, mais il y a aussi beaucoup de flore, qui est intéressant dans Sea of Thieves, vous le voyez juste au-dessus de ma tête. Il y a beaucoup de palmiers, de cocotiers, donc toutes les espèces qui sont présentes dans la famille des Araceaceae. Ils sont toute une grande famille qui présente justement les palmiers, les cocotiers. Il se trouve que dans les îles Vierges britanniques, il y a 3 palmiers qui sont endémiques, dans ce cas-là. Ils sont les palmiers du genre Cocotrinax, Roystena et Sabal. Voilà, vous mourrez moins bête. Vous savez que maintenant, il y aura 3 espèces de palmiers qui sont endémiques justement des régions justement tropicales des îles Vierges britanniques. Ici, je vous présente, je crois, c'était Cocotrinax, pardon, que je vous présente ici. Donc des grands palmiers qui ressemblent plus ou moins, hein, bien sûr. Si on regarde par exemple les palmiers que nous avons ici sur Sea of Thieves, c'est sûr qu'il y a une petite différence, surtout au niveau des feuilles. Vous voyez qu'ici, ce sont des feuilles qui ressemblent plus à des feuilles de bananier, d'ailleurs, si je puis me permettre. Donc des arbres qui sont un petit peu différents que ce qu'on peut voir par exemple là-dessus. Mais il n'empêche que nous avons des représentants assez intéressants de la flore tropicale, avec notamment des palmiers et des cocotiers bien sûr. Mais nous avons aussi des fougères. Fougères notamment, ce genre de feuilles là qui sont très arbustives, avec des longues feuilles. Les fougères, c'est aussi une... Donc ce ne sont pas des plantes à fleurs. D'ailleurs, regardez, on voit les fougères, mais on voit aussi un gros buisson ici. Qui est certainement une plante à fleurs. Il y a aussi de la mousse qu'on peut trouver de temps en temps sur Sea of Thieves. Donc tout ça, les fougères qui font partie de l'ordre des Phylicophytes, ce sont des espèces qui ont prédaté la présence des angiospermes, donc tout ce qui est plante à fleurs, comme par exemple les cocotiers, ou les fleurs que nous voyons ici par terre, simplement, voilà, tout ça. Ça, dans l'histoire évolutive, les fougères étaient avant tous ces arbres-là, toutes ces fleurs-là, et elles ont eu un succès évolutif énorme, et elles ont été très très présentes pendant très très longtemps dans les différents écosystèmes, donc c'est assez normal de voir des fougères parce qu'elles sont présentes assez souvent dans tous les écosystèmes. On a aussi des jolies petites plantes ici que nous voyons, aucune idée de quelle espèce ça peut être bien sûr, mais on va essayer de donner un nom évidemment à toutes ces jolies espèces pendant la rédaction des journaux de l'expédition par notre cher Ernest. Cet exercice est, je pense, assez intéressant pour essayer de pousser justement la réflexion sur le jeu auquel on joue et en quoi est-ce que ça peut être un miroir aussi des écosystèmes que nous habitons au jour le jour. Donc une dernière chose, vous m'avez entendu parler souvent de ce côté invasion biologique pour expliquer la présence d'espèces qui ne sont pas normalement présentes dans ces milieux-là. Une invasion biologique, c'est vraiment exactement ce que ça veut dire, c'est-à-dire la présence d'espèces biologiques, donc, qui sont présentes dans des endroits qui ne sont pas censés les accueillir. Donc ce qu'on appelle des milieux d'introduction. Sauf que, pour faire une invasion qui est réussie, une espèce doit passer par différentes étapes, parce que c'est pas parce qu'il y a une invasion biologique que celle-ci est forcément une réussite. Il y a beaucoup d'espèces qui essayent de coloniser des nouveaux endroits, mais ils n'y arrivent pas. Et ceci pour tout un tas de raisons. Il faut lire ce schéma du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici des différentes étapes qui sont présentées au niveau des invasions biologiques. Donc la première chose, pour qu'une invasion biologique puisse commencer, il faut d'abord que l'espèce soit mobile, qu'il puisse y avoir un transport de l'espèce du milieu A, qui est son milieu natif, vers un milieu B, qui est son milieu d'introduction. Jusque-là, on est d'accord. Donc le transport est une partie absolument essentielle, justement, de l'invasion, parce que s'il n'y a pas de transport, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne peut pas y avoir d'invasion. À partir de là, une fois que le transport a eu lieu, soit l'espèce va pas réussir à vivre dans le milieu, c'est-à-dire qu'elle va mourir, ou alors elle va être prise en captivité par différentes structures, que ce soit par exemple avec les activités humaines où on va pouvoir capturer cette espèce pour éviter qu'elle ne soit utilisée dans l'environnement mais qu'elle soit restée dans une cage par exemple, donc sortie du milieu naturel, ou alors elle a réussi à faire ce qu'on appelle une introduction dans le milieu, c'est-à-dire qu'elle a réussi à être présente physiquement dans l'écosystème B, son nouvel écosystème. Sauf qu'après, une fois que cette espèce est introduite, il faut qu'elle soit établie, ce qu'on appelle ici le establishment. Donc soit elle arrive à s'établir dans le milieu, c'est-à-dire que, par exemple, typiquement,
dans le cas d'une espèce, ça veut dire avoir la possibilité d'avoir de la descendance et d'avoir une population qui soit pérenne dans un endroit. Donc par exemple, vous prenez des rats. Un rat peut être introduit dans un milieu et il peut s'établir dans ce milieu s'il arrive à faire en sorte qu'avec plusieurs autres rats, il puisse y avoir de la reproduction pour avoir justement des bébés qui vont ensuite faire en sorte que la population soit suffisante et renouvelée. Ça voudrait dire que la population de rats a réussi à s'établir dans le nouvel écosystème. Donc soit réussite, soit échec. Parce que c'est pas parce qu'une espèce est présente dans un milieu qu'elle va forcément s'y établir. Pour la raison très simple, il va y avoir tout un tas d'espèces en plus qui sont déjà présentes dans l'écosystème de façon native ou non. Et forcément, si il y a une arrivée par exemple d'un rat, ce rat peut très bien servir de proie pour plein d'espèces. Ce qui veut dire qu'il va être mangé avant qu'il ait pu justement établir sa population pérenne. Donc une fois que notre espèce est établie, il va y avoir une autre étape qui va être la propagation. Parce que ça, c'est une composante qui est assez importante dans le cas des espèces envahissantes. C'est que ce sont des espèces qui ont une facilité d'adaptation qui rend leur diffusion, leur colonisation subséquente, plus facile. En général, ce sont vraiment des espèces avec une stratégie évolutive qui fait qu'ils peuvent justement profiter des ressources, ils peuvent profiter des opportunités pour se propager et avoir justement une augmentation de leur milieu de vie et aller encore dans d'autres écosystèmes, etc., pour augmenter justement l'invasion. Alors on est d'accord qu'on parle uniquement d'espèces amenées par l'être humain? Pas du tout. Absolument pas. Ça, ce schéma-là est un schéma qui est assez commun en écologie des invasions et c'est peut ne rien avoir du tout à faire avec l'humain. Par exemple, on peut très bien voir des espèces... Oh, bon attendez. Voilà. Bon, comme ça, on est tranquille. Tout ça, ça n'a rien à voir forcément avec l'être humain parce que l'être humain est ce qu'on appelle un vecteur dans ce schéma-là, dans le sens où il peut être relié à plusieurs étapes pour faciliter justement une invasion. Donc typiquement, un transport, eh bien tout simplement, l'espèce peut être à bord d'un navire qui est relié à l'activité humaine pour justement être déplacé d'un endroit A à un endroit B. Ça veut dire que le transport maritime, l'être humain va être un vecteur de cette invasion. Mais par exemple, on peut très bien aussi voir, vous allez avoir des espèces migratrices, des animaux comme des poissons, des baleines, des oiseaux, qui vont partir d'un écosystème 1 à un écosystème B naturellement, c'est normal, ça fait partie de leur mode de vie. Mais en lien avec cette espèce-là, vous allez par exemple avoir un parasite, vous allez avoir une espèce qui va profiter de cette espèce-là pour aller l'accompagner dans son voyage. Chose qu'il n'aurait pas faite s'il n'y avait pas justement cette espèce. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vecteur d'introduction et il peut ne rien avoir du tout à voir avec justement les activités humaines. Ça peut être complètement... Les invasions écologiques, ce sont des choses qui sont complètement naturelles. C'est juste qu'avec l'humain, on a apporté d'autres vecteurs et en général, ce sont des vecteurs qui font justement une réussite assez énorme de ces invasions-là, malheureusement. Même les espèces migratoires, j'imagine qu'avec le réchauffement climatique, le principe de migration change. Oh oui, mais ça, c'est encore un autre problème. C'est encore un autre problème qui n'est pas du tout relié pour le coup aux invasions, mais effectivement, le climat, le changement climatique va avoir un impact aussi sur ces espèces, évidemment. Mais ce qui va dépendre, c'est la magnitude de l'introduction. Le changement climatique a un lien avec les invasions écologiques, et en général, il y a un consensus qui est que justement, le changement climatique favorise les invasions, parce que il y a des espèces qui sont justement beaucoup plus favorisées, beaucoup plus opportunistes par rapport à tout ça, qui vont se déplacer plus facilement de façon naturelle ou avec des vecteurs comme les bateaux et tout ça. Donc c'est quelque chose qui est très intégré, je dirais, dans l'écosystème. Et c'est sûr que le changement climatique, ça va pas aider par rapport à tout ça. Et enfin, après que l'espèce se soit propagée, soit elle peut rester locale, donc c'est ce qu'on appelle ici remain local, donc elle ne réussit pas à se propager, elle fait une invasion mais qui reste à un endroit, donc il y aura un impact un peu moins intense que si elle s'était déplacée partout. Soit elle a réussi à se propager et ensuite elle va pouvoir faire un impact. Mais dans le cas de ce schéma, je dirais qu'il y a une petite erreur, selon moi, c'est que l'impact pourrait être relié à chaque étape en fait, et que plus on passe d'étape de l'invasion, donc plus on va vers le bas finalement, plus cet impact a une chance de devenir élevé. Mais par exemple, ici, si vous avez un transport avec une introduction, mais que cette introduction est un échec, il y a quand même un impact qui a été fait à un moment
une pression qui était arrivée à un moment, à un endroit. C'est juste qu'elle a été faible parce que l'établissement n'a pas été une réussite et que sur le long terme, ce n'est plus une pression. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment, il n'y en a pas eu. Donc je dirais que si je devais faire une petite correction sur ce schéma-là, je dirais que le concept d'impact peut être relié aussi à différentes étapes de l'invasion, mais que la magnitude de l'impact va se faire beaucoup plus élevée si tant est que l'espèce arrive à s'établir et à se propager. En effet, rien que le corps d'une nouvelle espèce va modifier l'alimentation des charognards. Exactement. C'est un très bon exemple. Donc, en fait, ces différentes étapes du transport, de l'établissement, de la propagation, des impacts, tout ça, ce sont les résultantes, justement, d'une invasion. Et on va parler, en fait, qu'il va y avoir des filtres environnementaux à différentes étapes, justement, dans l'invasion. Ce qu'on appelle des filtres, ça va être littéralement, vous prenez une passoire, avec des trous comme ça, et vous faites passer, justement, de l'eau. Vous allez avoir, mettons par exemple, vous prenez de l'eau avec des feuilles, des poissons dedans et tout ça. En fonction de la taille de votre passoire, vous allez faire passer plus ou moins de choses. Et c'est exactement comme ça que sert un filtre. Un filtre va servir justement avec différentes conditions, qui vont être en fait la taille de l'ouverture de votre passoire, si on veut faire filer un peu la métaphore. Ces différentes caractéristiques vont faire passer ou non une espèce d'une étape à une autre. Donc en fait, dans ce schéma que vous voyez ici, chaque étape de l'invasion est à relier avec différents filtres environnementaux qui vont justement faire en sorte que une espèce va réussir ou non à passer cette étape. Quand on parle de filtres, ça peut être tout un tas de choses, que ce soit des conditions qui sont climatiques, tout simplement par exemple, est-ce qu'il fait chaud ici par rapport à la température optimale de vie d'une espèce. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait une présence d'un paysage particulier. Est-ce que c'est complètement rocheux alors qu'on est une espèce qui ne vit que dans la terre? Auquel cas, ça va être difficile pour nous de s'établir dans cet endroit-là. Il va y avoir aussi ce qu'on va appeler les conditions abiotiques locales. Donc abiotique, c'est tout ce qui n'est pas relié à la biologie. Donc tout ce qui va être relié par exemple à l'eau, à la disponibilité en nutriments, en matière nutritive, le vent, l'énergie dans le milieu. Donc tout ce qui n'est pas relié directement à la biologie. Et ensuite, évidemment, il y a le filtre, bien sûr, des conditions biotiques. Donc tout ce qui est en lien, cette fois-ci, à la biologie. Et là, on pense tout simplement, est-ce qu'il va y avoir présence de proies qui vont venir manger notre espèce? Est-ce qu'on va avoir présence d'autres espèces qui vont faire de la compétition pour la ressource, qui vont empêcher à notre envahisseur de venir s'établir parce qu'il n'est pas assez compétitif par rapport aux autres? Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des conditions biotiques qui vont avoir un impact énorme, surtout en fin de processus, mais qui vont avoir un impact énorme comme filtre environnemental pour justement gérer les invasions. Donc si je veux résumer tout ça dans un joli petit graphe, vous allez avoir Species Pool, donc vraiment un ensemble d'espèces où chaque symbole ici représente une espèce, chaque couleur pourrait représenter les différents individus de cette espèce, qui vont passer par différents filtres environnementaux, donc au niveau de leur dispersion, au niveau de l'environnement, au niveau des interactions, donc comme je vous disais avec les différentes espèces. Et à chaque filtre, vous allez avoir certaines espèces qui vont réussir à passer ce filtre et d'autres qui ne vont pas réussir à passer ce filtre. Ce qui fait qu'au final, le pool, donc l'ensemble d'espèces qui vont réussir leur invasion, sera évidemment bien plus faible que l'ensemble d'espèces initiales, parce que les différents filtres ont rempli justement leur œuvre. Donc c'est pour ça que quand je vous dis qu'il y a une invasion d'espèces, c'est pas quelque chose qui est forcément gagné d'avance. Et chaque espèce va avoir une possibilité d'invasion qui va être bien à elle. Et en général, les espèces qu'on va dire opportunistes, avec une capacité de propagation élevée, une possibilité de reproduction élevée, tout ça, en général, va avoir un succès d'invasion un peu plus élevé que des espèces, par exemple, qui vont avoir du soin aux jeunes, une longue maturité avant de pouvoir reproduire justement des choses comme ça. Et ça, c'est en général assez bien documenté dans la littérature scientifique. Donc, les différents filtres que vous avez ici sont très très importants, ce qui fait que quand vous avez une invasion, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est un succès. Donc ça, c'est très important. Alors ces schémas peuvent se lire autant sur des espèces animales que végétales, tout à fait. Car en vrai, si on regarde le premier, ça peut totalement se lire avec la pollinisation, exemple pour les végétaux, tout à fait. Tout à fait. Et le fait, par exemple, d'avoir des graines, le fait qu'un arbre puisse envoyer des graines, diffuser des graines dans le milieu, c'est aussi de la dispersion. On pourrait très bien voir ça comme aussi une invasion de cet arbre-là dans un milieu où il n'est pas du tout présent de base.
C'est une histoire de dispersion. C'est juste que, est-ce que la graine va réussir à produire un arbre mature à la fin? Ça, c'est une question, justement, qui va passer par différents filtres environnementaux. Présence, est-ce qu'il y a suffisamment de conditions pour permettre la poussée de l'arbre? Est-ce que cette graine va tomber dans du sol pour lui permettre de vivre, ou est-ce que ça va être du rocheux, par exemple? S'il va y avoir des animaux qui vont se nourrir de ces graines, etc. Toutes ces questions vont avoir un impact énorme sur la réussite ou non d'une invasion. Et moi, c'était sous ce prisme-là que j'avais envie de voir un petit peu justement les espèces de Sea of Thieves, parce que comme je vous le disais plus tôt, les espèces qu'on y trouve ne sont pas toutes natives de l'endroit des Caraïbes où se trouve Sea of Thieves. Donc l'hypothèse serait qu'il y a eu à un moment une introduction de ces espèces pour faire en sorte qu'elles soient présentes aujourd'hui dans les écosystèmes de façon pérenne. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la biologie de Sea of Thieves. Sachant qu'on a vu beaucoup de choses au niveau des espèces marines et au niveau des espèces terrestres. Moi personnellement, je pense que c'est un peu ce qui explique le tout au niveau de nos écosystèmes que nous aimons tant. À part justement nos amis les squelettes, qu'est-ce qu'ils font là? On n'en sait pas, on n'en sait rien, hein. On n'en sait rien, c'est magique quoi, TGCM. En tout cas, moi j'aime vous parler de tout ça et j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez appris des choses parce que c'est un petit peu aussi le but de Be More Ocean, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir de la science expliquée d'une façon un petit peu plus ludique que d'habitude. Pourquoi Sop a pas mis de mammifères marins? Ah! Et bah ça, c'est une question que je me poserai tout le temps. Parce que j'en sais rien. Mais si je devais faire un postulat, c'est qu'il y a quelque chose, parce qu'on est d'accord que les mammifères marins sont des mammifères qui se déplacent, donc qui ont une possibilité de déplacement élevée dans le milieu. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle ils ne devraient pas être justement dans CF6. Donc soit on les a pas vus, c'est possible aussi parce que on avouera que les pirates ne passent pas tout leur temps sous l'océan. Donc soit on les a pas vus, c'est une possibilité. Soit c'est tout simplement que les conditions dans cette région ne sont pas optimales pour ces espèces-là, ou c'est la présence du shroud, qui comme ce sont des espèces qui sont très grandes, en général, des grosses baleines, des gros dauphins et tout ça, peut-être qu'ils sont affectés aussi par le shroud d'une façon supplémentaire à celle des espèces plus petites, par exemple. Oui, mais normalement, ils remontent un moment. Normalement. C'est pour ça que c'est quand même très peu probable qu'on les ait pas vus. Et moi, ce que je pense, c'est que les conditions au niveau de Sea of Thieves ne sont pas leurs meilleures conditions possibles pour eux. Donc, soit ils n'ont pas assez de nourriture dans cet endroit-là, soit c'est possible que le Devil Shroud fasse que c'est un endroit qu'ils ne peuvent pas du tout survivre là-dedans. Exemple, ça pourrait très bien être une possibilité que le Shroud produise du son, un son qui soit absolument désagréable, qui soit complètement impossible de supporter pour les mammifères marins, et du coup ça agit comme un repoussoir. Tout à fait probable par exemple. Donc moi je dirais que c'est parce que l'habitat de Sea of Thieves n'est pas convenable, on va dire, pour eux. Mais alors du coup pourquoi? Moi je pense que c'est parce que c'est une histoire de magie là-dedans, mais de façon assez intéressante. Les anciens n'ont pas montré de baleines ou de dauphins. Si je ne me trompe pas, on n'a pas eu de représentation de dauphins ou de mammifères marins. Les seules représentations de gros poissons qu'on a, ou de grosses espèces, c'est le kraken ou le mégalodon. Donc c'est possible que, de base, le mégalodon et le kraken aient aussi été introduits par la mer des damnés, alors qu'ils ne devaient pas y être, ils y sont, mais que dans le cas des dauphins et des baleines, eh bien, naturellement, ils ne peuvent pas être là, et il n'y en avait pas dans la mer des damnés non plus. Donc ça veut dire que pas possible qu'ils soient présents. Donc prédateurs présents, c'est aussi possible, effectivement, que les mégalodons soient des prédateurs énormes, c'est aussi possible. Dans ce cas-là, on parlerait plus d'interaction biotique que d'interaction abiotique, dans ce cas-là. Ce qui ferait, en fait, que les mammifères marins ne peuvent pas vivre dans Sea of Thieves, ce serait qu'il y ait trop de pression de prédation, et que, du coup, ils se fassent juste manger, en fait. Parce que, normalement, c'est pas censé... c'est censé être des carnivores et des prédateurs supérieurs, donc ils n'ont pas forcément de prédateurs, mais on est dans un monde qui est magique. Donc c'est sûr que quand vous avez un mégalodon, donc un requin qui fait 15 mètres, c'est possible qu'ils viennent justement manger les espèces. Mais ce postulat voudrait dire qu'on trouverait des os, on trouverait des restes
de baleines. Forcément qui seraient échouées, qui seraient quelque part. Donc à date, on n'en a pas encore vu. Donc le mystère est entier. Voilà.